Israéliens portés disparus à Gaza. Israël affirme qu'ils sont détenus par le Hamas, mais ce dernier a démenti. L'affaire n'est révélée qu'aujourd'hui, plusieurs mois après leur disparition. Les dernières heures de négociations à Vienne sur le nucléaire iranien, John Kerry et Laurent Fabius doivent s'exprimer d'un instant à l'autre. Vous les entendrez en direct de Vienne. La Grèce doit déposer ce soir ses propositions de réforme pour obtenir des liquidités auprès des Européens. Le scénario de sortie de l'euro est de plus en plus envisagé par certains. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. L'actualité ce soir, c'est évidemment l'attente de communiqués en provenance de Vienne où se joue l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien. Mais c'est aussi cette révélation faite aujourd'hui par Israël. La disparition à Gaza de 2 de ses citoyens dans des circonstances assez obscures. Mais pour l'État hébreu, une certitude, le Hamas est responsable de leur sort car ils ont été détenus par le mouvement islamiste. Écoutez ce que disait tout à l'heure le ministre de la Défense israélien. 2 citoyens israéliens sont retenus dans la bande de Gaza par le Hamas. L'État d'Israël s'emploie sans relâche pour qu'ils retrouvent leur famille. Nous considérons que le Hamas est responsable de leur sort et nous exigeons leur restitution. J'ai rencontré la famille d'Avera Mengistu, je l'ai informé de nos actions et je leur ai apporté mon soutien. Nous sommes également en contact avec la famille du 2e Israélien retenu dans la bande de Gaza et nous l'informons des développements. Le Hamas est responsable de leur sort et le Hamas doit les restituer à leur famille. Alors vous l'avez entendu, donc l'un des Israéliens est un bédouin arabe et le second est un Israélien d'origine éthiopienne. Les 2 seraient entrés de leur propre chef à Gaza il y a de cela plusieurs mois. Reportage à Ashkelon, d'où est originaire l'un des disparus, Maël Benoliel. Zikim, c'est depuis cette plage qu'il s'est infiltré dans la bande de Gaza pour des raisons que l'on ignore encore. Avera Mengistu, 29 ans, israélien d'origine éthiopienne, est porté disparu depuis septembre 2014. C'est à cette période qu'il a franchi volontairement la frontière qui sépare Israël de l'enclave palestinienne. Presque un an après ce geste inexpliqué, c'est le choc dans ce quartier populaire d'Ashkelon où il vivait avec sa famille, alors que la nouvelle, jusque-là sous le coup de la censure, vient d'être autorisée à la publication par les autorités israéliennes. Nous n'étions pas au courant que leur fils manquait à l'appel et qu'il lui était arrivé cela. Bien que partiellement démenti par le Hamas, Avera est pourtant bel et bien entre les mains de l'organisation terroriste. À l'entrée de l'immeuble du domicile familial, la famille d'Avera a tenu à convoquer la presse. En présence de la mère et du père, c'est le grand frère qui prend la parole. Je demande aux autorités israéliennes de faire tout ce qu'elles peuvent pour ramener mon frère à la maison. Je demande aussi à la communauté internationale d'intervenir et d'user de son influence pour faire libérer mon frère. Et au Hamas, je demande qu'il prenne en considération la situation de mon frère et qu'il le libère immédiatement. Avera Mengistu est connu des services sociaux de la ville car ce dernier souffrirait de sérieux troubles psychologiques. Le député israélien Avraham Nagosa nous confie même que ce sont les autorités israéliennes qui ont fait taire la famille jusqu'à aujourd'hui. On leur a demandé de garder le silence, de garder ça secret afin de faciliter les négociations pour le ramener à la maison. En dépit de la proximité avec la bande de Gaza, Zikim est une plage ouverte au public. Cette dernière a même été le théâtre l'été dernier pendant l'opération Bordure protectrice d'une infiltration par la mer de 4 terroristes du Hamas. Alors, beaucoup de zones d'ombre ce soir autour de cette affaire. On va essayer d'y voir plus clair, justement. Cyril Amar, bonsoir. Bonsoir, Olivier Rafovitch, colonel de réserve dans l'armée israélienne. D'abord, Cyril, il y a une question à laquelle il faut essayer de répondre. C'est pourquoi autant de temps entre le moment où ces 2 citoyens israéliens ont disparu et le moment de ces révélations, c'est-à-dire aujourd'hui officielles en tout cas?
Et il y a évidemment le traumatisme du marché Shalit qui avait coûté très cher à l'État d'Israël. Alors pour priver le Hamas de toute monnaie d'échange, eh bien Israël a imposé une très longue censure sur cette affaire, a même refusé de rencontrer la famille. On vient de le voir dans le reportage. Ce sont donc les enseignements de l'affaire Shalit qui avait, je vous le rappelle, donc vu la libération de 1027 prisonniers palestiniens en échange de Gilad Shalit. Alors pourquoi maintenant? Eh bien une personnalité et un événement ont contraint visiblement Israël à communiquer. Une personnalité, c'est Khaled Mashal, qui s'est exprimé dans la nuit à Doha, au Qatar, et qui a tout simplement déclaré que Israël s'était adressé au Hamas par le biais d'un pays tiers, visiblement européen, pour libérer 2 prisonniers et 2 corps retenus donc dans la bande de Gaza. Et puis l'événement, ce sont les commémorations du premier anniversaire de l'opération israélienne cet été à Gaza, où les brigades des Ezzedine Al-Qassam ont arboré 3 numéros de matricule. L'un portant le nom d'Oron Shaul, ce soldat visiblement donc tué cet été dans la bande de Gaza et dont le Hamas détiendrait le corps, et puis 2 autres matricules, 2 autres disquettes qui portaient un point d'interrogation, laissant donc planer le doute sur la détention d'éventuels nouveaux prisonniers dans la bande de Gaza. Alors Olivier Rafovitch, bonsoir à vous. Donc qu'est-ce qui fait qu'on est... parce que c'est vrai que c'est un peu étonnant dans cette affaire, c'est le calendrier, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'à votre avis on a attendu aussi longtemps pour révéler cette disparition? D'abord, depuis le début, en fait, nous savons que ces 2 individus israéliens, donc citoyens, ont franchi de leur propre gré. Donc il n'y a pas eu de kidnapping, il n'y a pas eu d'opération du Hamas, c'est important. Donc on franchit de leur propre gré la frontière, le mur de protection entre Gaza et le sud d'Israël pour entrer dans Gaza. Et aujourd'hui, nous savons qu'ils sont, depuis le départ, en fait, malgré leur volonté, ils sont tenus en prison, ou prisonniers en tout cas, du Hamas. Et il n'y avait pas de volonté, et toujours pas de volonté du côté israélien, de mêler, je dis bien de mêler, et là je le dis avec beaucoup de clarté, le cas de ces 2 Israéliens qui sont venus de leur propre gré dans la bande de Gaza, et des négociations effectivement qui ont lieu, des contacts qui ont lieu pour ramener les corps de 2 de nos soldats qui ont malheureusement... Donc Israël ne négocie pas pour ramener ces 2 citoyens dont on ne sait pas trop s'ils sont devenus. Nous savons qu'ils sont pour nous, l'hypothèse de travail, c'est qu'ils sont vivants aux mains du Hamas, aux mains de la branche militaire du Hamas, et que le Hamas ne veut pas les libérer. Nous savons également que le Hamas essaye, et c'est d'ailleurs ce qui a été fait hier de manière politique par le chef du Hamas, Khaled Mashal, ils veulent en fait que le cas de retourner les 2 corps de nos soldats et le cas de ces 2 citoyens israéliens qui sont dans la bande de Gaza soit un cas qui est mêlé, lié pour améliorer leur base de négociation et le prix que Israël serait prêt à donner pour le retour des 2 corps. Mais encore une fois, je répète, pour nous, Israël, ce sont 2 personnes qui doivent rentrer en Israël. Nous appelons le Hamas, et nous appelons également la communauté internationale et tous les États qui peuvent faire pression sur le Hamas, parce qu'ici, on a affaire à un fait qui est dans l'humanitaire, pas dans le politique, pas dans le militaire. Il n'y a pas ici de problème de vouloir... Il s'agit de civils Absolument, de civils. Nous savons également que un des hommes donc, qui est aux mains du Hamas a des problèmes psychiatriques, et même plus que cela. Et donc, il y a véritablement une demande d'Israël, une demande générale, que le Hamas libère ces 2 personnes et les rende via peut-être la Croix-Rouge, via un État tiers. Sans échange de prisonniers, c'est pas envisageable? Absolument pas. Parce que, encore une fois, le Hamas ici veut, encore une fois, utiliser une affaire, encore une fois, ce chantage classique, horrible, cruel du Hamas ou du djihad islamique ou du Hezbollah. Mais dans ce cas précis, Israël ne veut pas et ne tient pas du tout à négocier ou à rendre ou à libérer des gens pour le retour de ces 2 personnes en Israël. Ce que disait la presse arabe il y a quelques semaines, notamment je pense à un journal jordanien qui avait révélé l'affaire, c'est que Israël était prêt à négocier sur la restitution des dépouilles des 2 soldats contre éventuellement un assouplissement du blocus. On avait parlé de ce port flottant entre Chypre et la bande de Gaza. Voilà quel était le prix qu'Israël était prêt à payer pour la restitution des 2 corps. Nous avons un coordinateur spécial qui a été nommé il y a plus d'1 an pour justement s'occuper des cas où des gens sont kidnappés par l'ennemi et doivent être libérés et remis à l'État d'Israël. Dans ce cas précis, encore une fois, pas de kidnapping, pas d'opération d'enlèvement, mais deux personnes pour des raisons personnelles, médicales, humaines, qui sont rentrées dans la bande de Gaza.
Donc c'est un cas qui est séparé, différent de la restitution des deux corps de nos soldats. Encore une fois, je répète, l'État d'Israël, par contre, est en contact avec les familles. Ce qui a été dit, là, il y a un peu de politique générale de la part des familles. Il y a une pression qui est naturelle, mais l'État d'Israël et le gouvernement israélien assistent les familles des deux personnes et est en contact avec elles. Et nous espérons qu'il y aura, comment dire, un dénouement très rapide. Mais il y a quand même un gros mystère ce soir, Cyril, sur ce que sont devenus finalement ces deux Israéliens à Gaza, parce que le Hamas dément les détenir encore. Oui, le Hamas dément, alors peut-être pour deux raisons. Première possibilité, il veut faire monter les enchères, il en dit le moins possible. Il veut donner aucune information avant la libération de ces 70 prisonniers, 70 prisonniers qui avaient été libérés dans le cadre, enfin il y en avait 1000 qui avaient été libérés dans le cadre de l'accord Shalit, mais 70 prisonniers qui ont été réincarcérés par Israël cet été et dont le Hamas exige aujourd'hui la libération immédiate avant de donner une once d'informations sur le sort de ces deux détenus. Et la deuxième possibilité, eh bien, ça serait que le prisonnier, Abera Mengistu, eh bien, il lui serait peut-être arrivé quelque chose pendant sa détention et le Hamas serait donc intéressé à essayer de brouiller les pistes en quelque sorte pour se dédouaner, se laver les mains de sa responsabilité dans cette détention. Ce qui est important, je suis d'accord avec vous, Cyril, ce qui est important, c'est que des pays donc européens peuvent jouer ici un rôle important et très rapide. C'est-à-dire que nous sommes à la veille du 14 juillet, la fête nationale en France. C'est peut-être aussi une date dans laquelle des pays qui ont des attaches et des intérêts dans la région peuvent peut-être travailler et utiliser peut-être un certain moment historique, politique pour demander, exiger du Hamas le retour au niveau vraiment de l'humanitaire, de l'humain et de la liberté des hommes à être remis à leur famille et qu'ils reviennent ici, s'ils doivent être traités, s'ils doivent être, hospitalisés, ou en tout cas, il faut que ces deux personnes reviennent en Israël. Ils ont fait une erreur qui est due certainement, encore une fois, à une situation médicale ou une situation personnelle, mais ils ne sont pas militaires, ils ne sont pas des hommes qui ont un intérêt politique pour le Hamas. Il faut qu'ils les libèrent. Et jouer avec eux aujourd'hui ne marche pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Israël, le gouvernement israélien, et puis ensuite après la commission Shamgar qui s'est tenue pour justement délimiter clairement le prix qu'Israël pourrait être prêt à payer pour la libération de détenus ou de kidnappés, fait que pour ce type de situation, eh bien, nous ne pouvons pas nous permettre de libérer des terroristes ou des hommes qui ont tué des Israéliens ou des hommes qui ont fait des choses terribles parce que deux Israéliens ont commis une erreur ou une imprudence. J'espère que le Hamas comprendra qu'il a ici également un risque dans sa manière de faire avec nous. C'est une information très embarrassante pour Israël. Israël qui s'est donné le plus grand mal après justement le dilemme Shalit et la libération controversée qui avait divisé, fracturé la société israélienne, qui s'est donné le plus grand mal, quitte à même mettre en place ce fameux protocole Hannibal qui vise à tout faire pour ne pas qu'un soldat soit capturé vivant. Aucun soldat n'a été capturé vivant pendant l'opération Bordure Protectrice et aujourd'hui on apprend que 2 civils l'ont été. C'est vraiment regrettable pour Israël. C'est une situation très très embarrassante que cette stratégie dont vous parliez de vouloir associer les 4 détenus dans la bande de Gaza. Merci Cyril Amar, merci Olivier Rafovitch. On en reparlera tout à l'heure sous un aspect plus politique peut-être de cette affaire qui a donc été révélée aujourd'hui et dont on attend évidemment de savoir quel développement elle va connaître. On ira dans un instant à Vienne, on va vous montrer peut-être juste une petite incrustation, l'image pour vous montrer qu'on attend d'un instant à l'autre un communiqué de John Kerry et peut-être même de Laurent Fabius sur l'état des négociations à Vienne. Pour l'instant, vous voyez que ça n'a pas l'air en tout cas d'être imminent. On va évoquer en attendant cette information concernant toujours le Hamas et Israël. Israël qui aurait choisi de changer de stratégie vis-à-vis des plaintes déposées par les Palestiniens pour crimes de guerre devant la Cour pénale internationale. Israël était d'abord réticent à coopérer avec cette instance, mais maintenant, c'est une autre direction que prennent les Israéliens. Cyril Amar. Israël est-il en train d'adopter une nouvelle stratégie pour contrer l'offensive palestinienne à la Cour pénale internationale ? Fini la politique de la chaise vide, une délégation interministérielle israélienne se rendra dans les prochaines semaines à La Haye pour rencontrer la procureure Fatou Bensouda. Aux Pays-Bas, les hauts fonctionnaires israéliens contesteront la compétence de la Cour à traiter des plaintes palestiniennes, en rappelant que la Palestine n'est pas un État de plein droit et que seule la justice israélienne est habilitée à enquêter sur des crimes supposés. Pour autant, l'État hébreu n'a pas l'intention de coopérer avec la CPI dans l'examen préliminaire entamé le 16 janvier dernier
à la demande des Palestiniens. Une instruction qui vise à déterminer si les conditions sont réunies pour justifier l'ouverture d'une enquête en bonne et due forme sur les accusations de crimes formulées après le conflit de l'été dernier dans la bande de Gaza. Pour l'en convaincre, le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad al-Maliki, a déposé à La Haye un premier dossier pour nourrir l'enquête. L'État de Palestine a promis de coopérer avec la Cour, notamment en partageant des informations, et l'État tient sa promesse aujourd'hui. Les informations partagées par l'État de Palestine présentent des arguments convaincants pour l'ouverture rapide d'une enquête. Reste à savoir si l'offensive palestinienne relève de la stratégie ou de la simple tactique pour relancer un processus de paix moribond. Alors, à moins d'un nouveau coup de théâtre à Vienne, il ne reste plus que quelques heures au ministre présent. Et vous le voyez à l'image, eh bien John Kerry, le secrétaire d'État américain, toujours handicapé par sa blessure à vélo, s'apprête à parler. On va l'écouter en direct tout de suite de Vienne et on en parle juste après. Bonsoir à tout le monde et laissez-moi commencer par vous dire merci à tout le monde pour votre patience. Je sais que, et tout le monde sait que ça a été très difficile ces derniers jours pour tous les journalistes avec nous à Vienne. Mais laissez-moi vous rassurer, nous ne serions pas ici à continuer à négocier juste pour le principe de négocier. Nous sommes ici car nous pensons être en train de faire de réels progrès dans l'avancement d'un accord. Mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, et comme j'en ai parlé avec Obama hier, nous n'allons pas rester à la table des négociations pour toujours. Nous ne pensons pas que nous devrions nous lever et partir juste parce que l'heure est arrivée. Et je mets l'accent sur le fait que le travail ici est incroyablement technique et que les enjeux sont très élevés. Nous ne nous presserons pas et nous ne serons pas pressés. Et nous ne nous laisserons pas être pressés sur aucun aspect. Nous mettrons l'accent sur la qualité de l'accord et c'est ce qui continuera à qualifier les avancements. Et si nous arrivons à un accord, ça doit être un accord qui dure dans le temps. Pas un accord qui soit une question de jours ou de mois. C'est un test pour des décennies. C'est notre but. Et le fait est que malgré tous les progrès qui ont été faits, certaines des questions difficiles restent irrésolues. Nous savons que les décisions difficiles ne viennent pas facilement. Et d'une manière ou d'une autre, ces décisions doivent être prises très bientôt. C'est pour ça que toutes nos délégations restent ici, à travailler d'arrache-pied. Et c'est pour ça que de nombreux de mes collègues sont revenus pour que nous puissions continuer à travailler sur les questions difficiles et voir si nous pouvons arriver à atteindre un accord sur lequel nous travaillons depuis déjà plusieurs jours. Et c'est là-dessus que nous continuerons à travailler. Merci beaucoup à tous. Je viens de dire que ce n'était pas terminé. Le président Obama a été très clair hier avec moi. Nous ne pouvons pas continuer à attendre de manière éternelle. Nous sommes préparés à mettre fin à ce procédé. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous, j'apprécie. Réponse supplémentaire de la part de John Kerry. Vous voyez qu'il quitte avec ses béquilles, mais qu'il ne répondra plus à d'autres questions. Alors, on va essayer d'analyser à chaud ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a quand même des informations. Là, ce soir, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le contenu des négociations, mais quand même sur la manière dont ça se passe. Bonsoir Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Dror Even-Sapir, analyste politique. Alors, Emmanuel Navon, comment vous percevez ce que vient de dire John Kerry? Ça veut dire qu'on va continuer à négocier, qu'il n'y a plus de date butoir maintenant, et en même temps, il y a une mise en garde? Oui, il a dit clairement, ce n'est pas open-ended. On ne va pas négocier pour toujours. C'est-à-dire que si on voit que les Iraniens continuent à tirer le temps,
on pourra effectivement, l'éventualité existe que les États-Unis, d'après ce que dit le secrétaire d'État, annoncent qu'ils arrêtent de négocier. Donc il y a là, je dirais, une menace. D'un autre côté, il a également dit que ce n'est pas parce que techniquement on a dépassé la date butoir qu'on va tout arrêter uniquement parce qu'il y a encore des questions techniques. Donc il a dit deux choses à la fois. Autrement dit, c'est pas parce qu'on a techniquement passé la date butoir qu'on va arrêter de négocier parce qu'on est en train de négocier véritablement sur des questions techniques. Mais d'un autre côté, si on voit que les Iraniens finalement jouent la carte du temps, eh bien qu'ils sachent que nous sommes prêts à claquer la porte des négociations. Ouais. Il a parlé d'Obama, Dror Ben Sapir, qui lui a clairement dit qu'il ne fallait pas rester éternellement à la table des négociations. Oui, effectivement, beaucoup de gens ont reproché en Israël d'ailleurs et ailleurs, aux États-Unis même, dans l'opposition, mais pas seulement à Barack Obama et à John Kerry, d'avoir trop montré aux Iraniens qu'ils étaient décidés à obtenir un accord presque coûte que coûte, et que donc les Iraniens pouvaient faire monter les enchères. Et d'ailleurs, on a constaté ces derniers temps que les Iraniens avaient de nouvelles exigences, notamment sur la levée de l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran. Donc on a l'impression que John Kerry veut tenter de convaincre la communauté internationale et les Iraniens que les Américains ne sont pas aussi désireux d'obtenir un accord que on a bien voulu le dire, mais qu'ils sont au contraire fermes, et que, comme l'a dit Emmanuel Navon, si les négociations traînent en longueur et si un accord n'est pas à portée de main, il se pourrait que les Américains quittent la table des négociations en disant que la période des négociations s'est soldée sur un échec. Donc un ton un petit peu plus ferme. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans ce qu'a dit le secrétaire d'État américain, c'est lorsqu'il a parlé d'un test pour des décennies. Parce que justement, l'un des points les plus ardus de ces négociations, c'est la fameuse période au cours de laquelle les activités d'enrichissement d'uranium des Iraniens, les activités nucléaires des Iraniens seront plus ou moins bloquées. Donc c'est une période, d'après certaines sources, elle pourrait aller jusqu'à 10 ou 12 ans. Et que se passera-t-il après? Et là, et c'est l'un des points morts en fait, des négociations, l'un des points qui suscite le plus d'inquiétude en Israël, dans les pays du Golfe. Que se passera-t-il lorsque cette période de contrôle des activités nucléaires de l'Iran prendra fin, ou de blocage des activités nucléaires de l'Iran? Et là, John Kerry nous parle d'un test pour des décennies. Donc c'est important de... Donc on cherche la longue durée sur cet accord. Alors, en tout cas, on cherche à convaincre qu'on cherche à longue durée. Alors on continue à en parler dans un instant. On va retrouver à Vienne justement Léa Berdugo, qui est notre envoyée spéciale qui suit ces discussions depuis le début. Léa, bonsoir tout d'abord. On vient d'entendre John Kerry. Votre sentiment à vous, c'est quoi sur place? C'est de vous dire qu'on va encore discuter peut-être encore plusieurs jours? Oui, exactement. En même temps, comme vient de le rappeler Dror, John Kerry a montré qu'il ne souhaitait pas discuter éternellement. Il a rappelé que Barack Obama l'avait rappelé hier justement. Ces discussions ne dureront pas pour toujours. C'est ce qu'il a dit. Donc il vaut mieux avoir un terme à ces discussions et à trouver un accord ou non. Il a été clair là-dessus également. Si il faut qu'on ne signe pas d'accord ou qu'il n'y ait pas d'entente qui soit trouvée, ce sera le cas. Donc il essaie de montrer un message fort aux Iraniens et surtout à la communauté internationale. Léa, est-ce qu'on sait s'il y a eu des progrès effectivement de réaliser au cours des dernières heures de cette journée? Écoutez, les incertitudes sont grandes de tous les côtés. Nous avons des informations qui se contredisent. Des progrès, effectivement, ont été effectués depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines même. Mais des points restent extrêmement problématiques, évidemment. Et au cœur du sujet des sanctions, un point divise même le camp des 5+1. C'est celui de la levée de l'embargo sur la vente des armes iraniennes. La Russie est opposée et favorable à une levée de cet embargo, tandis que les États-Unis semblent opposés à cette levée. Pourquoi? Il semblerait que les États-Unis ne souhaitent pas fâcher Israël et l'Arabie Saoudite, qui craignent que l'Iran ne vende ses armes à ses alliés dans la région. Merci Léa Berdugo. On vous retrouve évidemment à tout moment si il se passe quelque chose chez vous à Vienne. Alors, Emmanuel Navon, c'est vrai que ce que vient de dire Léa Berdugo est intéressant parce que les Russes mettent en avant l'argument de la lutte des Iraniens contre l'État islamique pour réclamer finalement qu'on lève l'embargo sur les armes. C'est un argument fallacieux selon vous? Bien entendu. La véritable raison pour laquelle les Russes veulent lever l'embargo sur l'armement, c'est qu'ils veulent renouveler leur vente d'armes à l'Iran. Alors ils utilisent bien entendu comme prétexte
un prétexte qui semblerait presque humanitaire, à savoir lutter contre l'État islamique, alors même que l'on sait très bien que l'Iran a joué un rôle ambigu dans la création de cet État islamique, même si officiellement aujourd'hui il lutte contre lui. On se souvient que l'Iran était intéressé de voir l'Irak imploser et donc a laissé l'État islamique émerger et se place aujourd'hui officiellement comme la lutte officielle contre l'État islamique. Alors que l'Iran finalement déstabilise la région pas moins que l'État islamique en remplissant le vide qui est créé par l'implosion des différents États de la région. Et par conséquent, oui, l'argument de la Russie est fallacieux, mais cela nous rappelle également que les négociations ne sont pas d'un côté entre l'Iran et un front uni, mais entre d'un côté l'Iran et des puissances qui entre elles négocient également, puisqu'il y a des désaccords profonds, en particulier entre les États-Unis et la Russie, et la question de la fourniture d'armes est là pour le nous rappeler. Henri Van Sapir, sur cette oui, on a vu qu'effectivement le groupe des 5+1 n'avançait pas en un front uni face à l'Iran, et chacun des membres de ce groupe a des intérêts bien à lui. Par exemple, la France, qui a fait preuve d'une très grande fermeté et qui est peut-être due à sa proximité avec certains pays du Golfe, qui sont très inquiets de constater que l'Iran pourrait devenir une puissance nucléaire, ça c'est une chose. La Russie, qui elle veut absolument maintenir ce qu'il reste du régime de Bachar el-Assad en Syrie, et par conséquent la Russie considère que l'Iran peut être un allié de poids pour maintenir en vie le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Ça c'est une chose essentielle pour la Russie. On sait que la Russie dispose de plusieurs bases militaires en Syrie, donc c'est un élément stratégique de la toute première importance pour la Russie. La Chine a ses intérêts elle, et la Chine était plutôt tout au long de ces négociations du côté de la Russie, et donc du côté de la partie la plus conciliante vis-à-vis de l'Iran. La France est le contraire, les États-Unis un petit peu entre les deux. Donc effectivement, pas de front uni du côté du groupe des 5+1, avec le rôle un petit peu particulier également qui a été joué par l'Allemagne. L'Allemagne qui est le seul membre de ce groupe des 5+1 à ne pas faire partie du club très fermé des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, 5+1, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne précisément. Pourquoi l'Allemagne a été choisie? Parce que l'une des raisons, c'est que c'est un des rares pays de poids à entretenir des relations tout à fait correctes à la fois avec l'Iran et avec Israël. Et ça a pesé dans le choix d'intégrer l'Allemagne à ces négociations. Donc l'une des raisons effectivement qui font que les négociations ont traîné en longueur, c'est que, encore une fois, à l'intérieur même du groupe des 5+1, tous n'étaient pas sur la même longueur d'onde, loin s'en faut. Merci Dror Van Sapir, merci Emmanuel Navon. Dans un instant, on parlera de la Grèce, puisque là aussi c'est une échéance importante pour les Grecs. Vous voyez d'ailleurs ce qui se passe en ce moment à Athènes, nouvelle manifestation devant le Parlement grec, alors que la Grèce doit présenter ce soir ses réformes aux Européens. On en parle dans une seconde, à tout de suite. Deux Israéliens portés disparus à Gaza. Israël affirme qu'ils sont aux mains du Hamas, mais le mouvement islamiste a démenti. L'affaire n'est révélée qu'aujourd'hui, plusieurs mois après leur disparition. Les dernières heures de négociations à Vienne sur le nucléaire iranien, John Kerry vient de s'exprimer. Il affirme qu'il faut maintenant passer aux actes, mais qu'il n'y a plus de date butoir, même si ces négociations ne dureront pas éternellement. Et puis la Grèce doit déposer ce soir ses propositions de réforme pour obtenir des liquidités auprès des Européens. On en reparle dans une seconde. C'est donc avant ce soir, minuit, que la Grèce doit présenter ses nouvelles propositions de réforme aux Européens. Dernière chance d'éviter la faillite et une sortie inévitable de la zone euro. Vous voyez sur ces images ce qui est en train de se passer à Athènes. Nouvelle manifestation devant le Parlement des Grecs qui soutiennent évidemment leur gouvernement. Et les Européens, eux, devront décider ou pas de débloquer une nouvelle aide financière en fonction de ce qui leur sera proposé. Julia Guédancia. Dernier examen de passage pour les Grecs avant la sortie. Alexis Tsipras a jusqu'à minuit pour présenter à ses partenaires européens un nouveau programme de réforme afin de les convaincre de rouvrir les vannes de l'aide financière et de garder le pays dans la zone euro.
Dans ce programme, la liste des réformes qu'il compte mettre en place pour moderniser son administration et rendre son économie plus compétitive. Mais pour l'instant, rien ne filtre. Tout se passe pour le mieux, personne ne devrait s'inquiéter. Tout se passera bien. Très bientôt, nous irons bien. Si ce programme donne satisfaction, les dirigeants européens pourront officiellement donner le coup d'envoi des négociations sur ce nouveau programme d'aide dimanche lors d'un sommet exceptionnel à Bruxelles, élargi aux 28 pays de l'Union européenne. Et plusieurs parlements nationaux devront ou pas en adopter le principe. Dans le cas contraire, cette réunion pourrait se transformer en sommet de crise, amorçant une sortie de la Grèce de la monnaie unique. En ce qui concerne dimanche soir, il m'est impossible de spéculer. Cette réunion sera déterminante et extrêmement importante. Nous ne devons pas oublier que le peuple grec est en souffrance. Les banques sont fermées et en tant que politiciens, nous nous devons de prendre des décisions. Des préparations sont en cours en ce qui concerne les propositions de la Grèce aux 3 institutions et nous verrons bien ce qui en découlera dans les prochains jours. Une majorité de Grecs veut certes en finir avec l'austérité, elle l'a réaffirmé lors du référendum du 5 juillet, mais ils sont aussi 70% à répéter, sondage après sondage, vouloir rester dans la zone euro. Les hauts et les bas des discussions entre Athènes et ses créanciers sont suivis avec inquiétude dans une Grèce aux banques fermées depuis 10 jours. J'ai peur de ce qui pourrait arriver si nous ne parvenons pas à un accord. C'est ce qui me fait peur. J'espère que nous allons trouver une solution. Les banques grecques resteront fermées jusqu'à lundi avec un plafond de retrait aux distributeurs toujours limité à 60 € par jour pour éviter d'aggraver la crise de liquidité du secteur. La BCE maintient en vie le système bancaire grec par un goutte-à-goutte financier, mais a gelé depuis une semaine ses prêts d'urgence aux banques grecques. Faute d'accord, elle pourrait les lâcher définitivement. Alors, il y a ce soir aussi les prévisions plus pessimistes que prévues du FMI sur l'économie européenne en conséquence évidemment de cette crise grecque. On va voir si tout cela va peser sur l'économie européenne. On est avec Benjamin Corria en ligne avec nous. Bonsoir. Vous êtes coprésident du Club des économistes atterrés et professeur d'économie à l'Université Paris 13. D'abord, est-ce que vous croyez crédibles les propositions que s'apprêtent à faire les Grecs, dont on a vu les grandes lignes dévoilées ces derniers jours ? Écoutez, je pense que les Grecs ont fait énormément de chemin pour accepter des mesures qui sont extrêmement difficiles. Et je pense que maintenant, c'est un peu à l'Union européenne de dire si elle veut garder la Grèce ou si elle veut s'en débarrasser. Hein. Oui, mais alors on a vu qu'Angela Merkel reste ferme. Encore ce soir, elle réaffirme pas question de réduire la dette grecque. Et ça, on voit bien que c'est un problème qui va peser évidemment sur l'économie grecque. Écoutez, j'ai regardé un peu en détail les dépêches. Moi, mon sentiment, c'est qu'on est plutôt dans le sens de l'apaisement. Et quand Angela Merkel dit qu'il est hors de question de réduire la dette grecque, elle a en tête ce qu'on appelle techniquement un haircut, hein, c'est-à-dire une diminution du montant total de la dette. Mais c'est pour dire implicitement qu'un rééchelonnement, un abaissement des taux d'intérêt, un moratoire sont peut-être envisageables. Il faut lire entre les lignes. Rien n'est fait, hein, mais la tendance des déclarations cet après-midi vont plutôt vers trouver une solution. Le fait que le FMI ait réduit ses prévisions de croissance en raison de cette crise grecque, est-ce que ça veut dire que tout cela va peser finalement sur l'économie des pays européens notamment ? Oui, bien sûr, bien sûr. L'Europe est en train de découvrir qu'une crise grecque peut avoir des effets sur son économie et j'ai envie de dire des effets sur sa société. Vous êtes en Israël, on est en train de découvrir que la Grèce est la frontière des Balkans et presque la frontière avec Daesh. Et donc, si vous voulez, on se rend compte du rôle géopolitique d'avoir une Grèce stable. On a l'air de le découvrir maintenant, vous voyez. Donc, c'est des éléments qui vont peser. Merci Benjamin Corria pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes donc coprésident des économistes atterrés et professeur d'économie à l'Université de Paris 13. C'était il y a 6 mois précisément, dénouement tragique d'un attentat avec prise d'otages dans l'hypercachère de Vincennes. Le terroriste qui avait abattu 4 otages juifs était tué à son tour lors de l'assaut donné par les forces spéciales de la police. 6 mois après, ce supermarché a rouvert ses portes, mais le drame reste très présent dans les esprits. Reportage sur place signé Julien Baloul avec Pazit Dank. 9 janvier 2015, 17h12. La police lance l'assaut sur l'hypercachère pour libérer les otages. 4 ont été tués un peu plus tôt par le terroriste Koulibaly.
9 juillet 2015. 6 mois se sont écoulés. Depuis, le magasin a rouvert ses portes sous haute protection. Les employés, trop choqués pour revenir travailler, ont été remplacés par de nouveaux, eux aussi marqués par les événements. Chaque fois que j'arrive tous les matins, j'y pense. Je pense à quand j'arrive, j'ai cette image que quand ils ont ouvert le rideau et que tout le monde est sorti, j'ai toujours cette image. Pedro, le gérant du magasin, accepte de nous montrer les lieux du drame. C'est dans ce sous-sol qu'une partie des otages a trouvé refuge et ainsi pu être sauvée. Ils sont pris donc l'escalier et puis ils se sont réfugiés ici, spécialement dans la chambre froide. La chambre froide en question, la voici. 6 personnes, dont un bébé, s'y sont cachées pendant plusieurs heures. D'autres ont été contraintes de remonter à l'étage après que Koulibaly ait menacé de tuer des otages supplémentaires. Lassana Batili, employé du magasin au moment des faits, était au sous-sol lorsque les premiers coups de feu ont éclaté. Il coupe le courant afin de permettre à ceux cachés dans la chambre froide de survivre et propose aux autres de le suivre et de fuir par le monte-charge. Mais jugeant l'option trop risquée, les otages préfèrent rester cachés. Lassana tente malgré tout l'option et parvient à s'enfuir. Le temps passe, mais les images de ce 9 janvier le hantent. Quand on est sorti de l'hôpital, moi j'ai pris le taxi. Je suis rentré tout seul dans la maison. On ne peut pas oublier. On essaie d'oublier, mais on ne peut pas. Avec le temps, je crois qu'on va faire des efforts pour oublier petit à petit, mais c'est dur quand même. Même moi, souvent, j'ai fait des cauchemars, souvent. Mais je crois avec le temps aussi, je vais essayer d'oublier, mais c'est dur quand même, c'est pas facile. Aujourd'hui, Lassana est devenu français et il a obtenu ses papiers d'identité des mains du Premier ministre et veut se tourner vers l'avenir. J'ai fait des cours de français et là j'ai commencé des formations aussi à la mairie de Paris. L'Hypercacher également se tourne vers le futur. Des travaux de rénovation ont été effectués pour permettre de tourner la page, sans pour autant que les séquelles des combats ne soient totalement effacées sur les murs et dans les esprits. 6 mois se sont écoulés depuis le drame et l'Hypercacher a repris ses apparences de simple épicerie de la région parisienne. Mais bien entendu, aucun client, aucun employé, aucun passant n'a oublié les images de cet attentat. À l'extérieur, les anonymes continuent d'affluer pour poser des photos, des fleurs ou de simples inscriptions à la mémoire des victimes du terrorisme. Alors Julien Baloul, bonsoir. Bonsoir. On a vu juste derrière vous là dans le reportage qu'il y a quand même toujours une protection très imposante devant le magasin. Ça veut dire que l'atmosphère est changée à jamais dans le quartier ? Oui, c'est un peu le cas. Le magasin a rouvert, en apparence, on l'a vu, il se ressemble à n'importe quelle boutique en région parisienne, n'importe quelle épicerie. D'ailleurs, les clients sont revenus, les employés de l'Hypercacher nous le disent, les habitués, ceux qui étaient vraiment les habitués de l'Hypercacher sont revenus. Si vous voulez, il n'y a pas eu d'effet économique positif ou négatif sur le nombre de clients dans l'Hypercacher. Le magasin continue de tourner et lorsqu'on demande aux clients, vraiment, ils disent tous que c'était important pour eux de revenir, de montrer que le terrorisme ne l'emportera pas, il n'aura pas raison, et de reprendre leur vie. En fait, je dirais, si vous voulez, que quand on voit la police à l'entrée, quand on voit les bougies, quand on voit les drapeaux, les messages de solidarité qui sont placés, qu'en fait, l'Hypercacher est dans la meilleure situation possible, vu sa propre histoire. Alors, on a parlé évidemment de l'Hypercacher, mais cette semaine marque également 6 mois depuis l'attentat de Charlie Hebdo, de la policière tuée à Montrouge. Quelle est l'atmosphère justement à Paris 6 mois après, Julien ? Et 6 mois après, dans la même semaine, il y a donc eu cette affaire de vol d'explosifs dans un site militaire du sud de la France. Donc c'est un contexte un peu particulier. En fait, je dirais que la France et les Français découvrent un peu ce que les Israéliens connaissent depuis longtemps, c'est-à-dire vivre avec une menace terroriste au quotidien, sans qu'il y ait des attentats évidemment chaque jour, mais avec cette possibilité et avec cette présence sécuritaire renforcée, puisqu'on sait que le plan Vigipirate est toujours à un très haut niveau. Il y a toujours des policiers et des soldats armés qui patrouillent un peu partout en France. Il y a un triangle rouge à l'entrée des bâtiments publics avec écrit alerte, vigilance, risque d'attentat à l'entrée des bâtiments publics, c'est-à-dire les aéroports, les écoles, les gares, etc. Donc les Français développent, si vous voulez, une sorte de résilience. Ils apprennent à vivre avec ces soldats dans le paysage. En fin avril, François Hollande a annoncé qu'il maintenait 7000 soldats, les soldats qui sont épuisés par le plan Vigipirate, mais des soldats qui seront tout de même honorés par la France le 14 juillet. Une partie de ces soldats va défiler sur les Champs-Élysées. Les Français, un dernier mot, Jean-Charles, sont tout de même inquiets des nouvelles qu'ils entendent. Les nouvelles, c'est les jeunes qui partent rejoindre Daesh en Syrie, les jeunes qui reviennent de Syrie, ces vols d'explosifs. Donc finalement, beaucoup de questions en France sur les capacités des services de sécurité français. Merci Julien Baloul. La France justement et le gouvernement qui a sorti pour la 3e fois l'arme du 49.3 pour faire adopter
définitivement la fameuse loi Macron portant réforme de l'économie. C'est une loi très contestée, mais cette fois l'opposition a renoncé à utiliser le dépôt d'une motion de censure. Elle peut donc être considérée comme définitivement adoptée. S'agit-il d'une victoire politique pour le gouvernement? Réponse de Christophe Barbier, le directeur de la rédaction de l'Express, tout de suite. Avec la loi Macron, le gouvernement français a remporté 2 victoires, mais va peut-être subir 2 défaites. Les 2 victoires, c'est d'abord d'avoir fait voter la loi, ça a été laborieux, il a fallu prendre le 49.3, passer en force, mais cette loi, elle existe, elle est là, elle est juridiquement valable. La deuxième victoire, c'est d'avoir, dans ce combat politique, fait perdre du terrain aux adversaires de gauche de la gauche, c'est-à-dire les plus radicaux, ceux qui veulent un socialisme pur et dur. En revanche, il y a 2 défaites peut-être devant le gouvernement français. Il va y avoir le Conseil constitutionnel. Et si des articles de la loi très protéiforme, étaient censurés, si cette loi perdait de son impact, ça serait une mauvaise nouvelle pour le gouvernement. Et puis enfin, la véritable épreuve du feu pour cette loi, ça sera de créer des emplois, ça sera de relancer l'économie française. C'est censé être un clavier de petites mesures pour que l'économie française puisse redémarrer. Si les touches de ce clavier ne produisent pas de musique, eh bien on aura fait tout ça pour rien et la loi Macron disparaîtra dans les oubliettes de l'histoire. Christophe Barbier, donc directeur de la rédaction de l'Express. La Russie accueille cette semaine le sommet des BRICS, appellation qui regroupe les pays dits émergents comme le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Ces pays ont d'ailleurs décidé de financer la création d'une banque de développement pour leur projet. Anthony Lesme. C'est un de ces jours qu'affectionne particulièrement Vladimir Poutine. Mis au banc de l'Occident pour son implication dans le conflit ukrainien, le président russe montre à ses détracteurs qu'il n'est pas si isolé. Pour ce 7e sommet des BRICS, il est l'hôte d'une organisation réunissant plus de 20% du PIB et plus de 40% de la population mondiale. Nous avons parfaitement conscience des difficultés auxquelles nous devons faire face sur un plan économique et vis-à-vis de nos politiques internationales. Mais nous pouvons tout à fait surmonter ces difficultés en unissant nos forces. La Russie, comme le Brésil, vivent une récession, des moments difficiles qui pourraient être à l'avenir soulagés par une solidarité financière. Nous vivons avec ce 7e sommet des BRICS une avancée de taille parce que nous préparons la création de la nouvelle banque de développement et celle d'un fonds de réserve. Des discussions bien avancées puisque la nouvelle banque de développement, basée à Shanghai, sera capitalisée à hauteur de 50 milliards de dollars à la fin de l'année et 100 milliards à terme. Elle servira à financer de grands projets d'infrastructure. Un fonds de réserve sera lui aussi constitué en cas de tempête financière. La Chine a déjà avancé plus de 40 milliards de dollars et s'apparente comme le grand chef d'orchestre d'un nouvel ordre financier mondial. Moscou, empêtré à l'ouest, est obligé de suivre le tempo chinois. Eh bien, je pense que l'une des choses qui se passe aujourd'hui est l'émergence d'une grande Eurasie. L'impulsion vient de l'est du continent, elle vient de la Chine. Ce n'est pas tant la Russie qui regarde à l'Est que la Chine qui pousse vers l'Ouest ses désirs d'une grande Eurasie. Obama regarde ces évolutions de très près et s'en inquiète. Les accords de Bretton Woods qui ont fait des États-Unis le gendarme de la finance mondiale sont de plus en plus contestés par la Chine. Les dirigeants européens commencent à arriver en Bosnie où auront lieu ce week-end les cérémonies marquant le 20e anniversaire du massacre de Srebrenica. Vous le voyez à l'écran, Angela Merkel, la chancelière allemande, est arrivée tout à l'heure. Elle a d'ailleurs tenu un discours particulièrement favorable aux Bosniens dans leur lutte pour la reconnaissance du génocide. Le Premier ministre serbe, lui aussi, a prévu de se rendre sur place alors que la Russie vient d'opposer son veto à un vote de l'ONU sur le caractère génocidaire de ce massacre. Le rappel des faits, tout d'abord, Chloé Demoulin. 20 ans après le massacre, les plaies sont encore ouvertes et pour cause, tous les cadavres n'ont pas encore été retrouvés. 20 ans après les événements, nous tentons toujours de localiser des milliers de victimes de ce génocide. C'est difficile car personne ne peut dire où se trouvent les charniers secondaires. Tout a commencé le 11 juillet 1995, jour où les troupes serbes de Bosnie ont pris le contrôle de Srebrenica, une enclave musulmane pourtant zone protégée des Nations Unies où s'étaient réfugiés de nombreux civils.
En quelques semaines et seulement à quelques mois de la fin de la guerre de Bosnie, l'armée exécute près de 8000 hommes et garçons musulmans, plongeant femmes et mères dans une solitude destructrice. Nous avons été condamnés sans procès. Nos enfants ont été condamnés à mort. Et nous, les survivants, avons été condamnés à rester vivre en enfer. À Srebrenica, le temps est donc loin d'avoir balayé le traumatisme. Pour preuve, 2 décennies plus tard, les tensions ethniques sont toujours palpables dans le pays. Malgré la pression de la communauté internationale, les dirigeants politiques ont échoué à rassembler musulmans, serbes et croates. Pour ne rien arranger, le chômage culmine à plus de 40%. La Bosnie est aujourd'hui un des pays les plus pauvres de l'Europe, un pays dont l'adhésion à l'Union européenne est au point mort depuis plusieurs années. En ligne avec nous justement pour essayer de comprendre 20 ans après ce qui subsiste de ce massacre de Srebrenica, Olivier Burette, qui est professeur à l'université Paris 3, spécialiste des Balkans. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre sentiment à vous, Olivier Burette? Parce qu'il y a un débat visiblement encore aujourd'hui pour savoir s'il faut qualifier ce qui s'est passé lors de cette guerre en ex-Yougoslavie de génocide ou bien de massacre, par exemple, à Srebrenica. Alors, ça nous renvoie effectivement à un des épisodes les plus sombres de la guerre de dissolution de la Yougoslavie, qui a duré presque 10 ans, de 1991 à 2001. Et la guerre elle-même de Bosnie-Herzégovine, la guerre d'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, a duré de 92 à 95, avec notamment le siège de Sarajevo, qui a fait plus de 10 000 morts. Et ce massacre donc de Srebrenica a été reconnu quand même par le tribunal pénal international pour donc les crimes de guerre de l'ex-Yougoslavie, par la Cour pénale internationale également comme étant un génocide. Alors effectivement, ce qui s'est passé aujourd'hui à l'ONU, donc avec le veto au sein du Conseil de sécurité par la Russie, ça renvoie à mon avis à une décision qui est plus politique, puisque les juristes eux-mêmes, la Cour pénale internationale, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qualifient, en tout cas instruisent ce massacre qui a fait exactement 8372 morts, hommes et enfants, quand même musulmans bosniaques, comme étant effectivement quelque chose de génocidaire. Pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile aujourd'hui encore de parler de réconciliation entre ces communautés qui se sont massacrées pendant cette guerre dont vous nous parliez, Olivier Burette? Eh bien, parce que ça nous renvoie à l'histoire très complexe du sud-est européen, ce qu'on appelle le sud-est européen, c'est-à-dire l'ex-Yougoslavie, qui a été d'abord une création après la Première Guerre mondiale, après la période des traités de paix, 1919-1920, qui ont créé dans un premier temps un royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui est devenu ensuite la Yougoslavie, le royaume de Yougoslavie, et qui a été recréé après la Seconde Guerre mondiale, donc autour de Tito, du maréchal Tito, qui sera au pouvoir quand même de 1945 à 1980. Et pendant cette période-là, eh bien, la Yougoslavie titiste, si vous voulez, a été une création multiethnique où on a tenté de construire vraiment un État fédéral en mêlant les populations les unes avec les autres. Et c'est précisément le cas, justement, de la Bosnie-Herzégovine, où les populations à la fois d'origine musulmane, d'origine slave orthodoxe et slave musulman, puisqu'il s'agit bien sûr dans la plupart des cas de slaves islamisés du temps de l'Empire ottoman au XIXe siècle, eh bien effectivement, après la mort de Tito, eh bien il y a un homme qui va jouer la carte nationaliste. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres dans l'ex-Yougoslavie. Cet homme, c'est Milosevic, et qui va effectivement réintroduire, jouer très dangereusement avec justement les haines entre les différentes populations, des haines qui avaient eu tendance à disparaître du temps de la Yougoslavie, fédérale, de la période précédente. Merci. Et malheureusement, ça a déclenché cette guerre, et encore aujourd'hui, les tensions restent vives malgré les tentatives de règlement internationaux. Merci Olivier Burette. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire donc à l'université Paris 3, spécialiste de cette zone tourmentée évidemment des Balkans.
La FIFA a annoncé aujourd'hui le bannissement à vie de l'un des personnages centraux du récent scandale de corruption, l'Américain Chuck Blazer, lui-même corrompu avant de se transformer en taupe du FBI et de faire éclater toute cette affaire. Julia Ganancia. Chuck Blazer, suspendu à vie du comité exécutif de la FIFA. Il a beau s'être retiré des affaires du ballon rond depuis 2 ans, l'homme est au cœur du scandale qui agite la Fédération internationale de football depuis mercredi 27 mai. Chuck Blazer, l'un des informateurs clés de l'enquête américaine, a admis avoir touché des pots de vin lors du processus d'attribution des Coupes du Monde de 1998 en France et de 2010 en Afrique du Sud. Ces aveux, passés devant un juge américain, remontent à novembre 2013 et figurent dans une transcription partielle de son audition publiée mercredi 3 juin. En tant qu'officiel du football, il a joué un rôle clé dans des activités d'offres, d'acceptation, de versement et de réception de paiements dissimulés et illégaux, de pots de vin et de dessous de table, ainsi que dans d'autres projets visant à faire de l'argent. Chuck Blazer avait commencé à coopérer avec les autorités américaines en décembre 2011, alors même qu'il était membre du comité exécutif de l'instance mondiale du football. Ancien secrétaire général tout-puissant de la CONCACAF de 1990 à 2011, membre du comité exécutif de la FIFA de 1997 à avril 2013, Blazer coopérera ainsi près de 16 mois tout en étant membre du comité exécutif de la FIFA. Il est très largement à l'origine des révélations qui ont plongé la FIFA dans la crise la plus grave de son histoire, entraînant la démission de son président, Sepp Blatter. La tournée en Amérique latine du pape François, accueil triomphal partout pour le pape argentin qui était aujourd'hui en Bolivie. Et le Saint-Père se pose là-bas en défenseur des pauvres et des opprimés sur un continent où ils sont nombreux dans ce cas. Solal Azeroual. Bolivie. Nouvelle étape du pape François dans sa tournée sud-américaine. Au programme, La Paz, Santa Cruz, une messe et un message, la justice sociale. Un emploi du temps chargé. Plus d'1 million de fidèles sont attendus pour cette unique cérémonie religieuse en ce jour déclaré férié. Le pape s'est ensuite entretenu avec le chef du gouvernement bolivien, accueil chaleureux du président Evo Morales. Frère pape, plusieurs fois dans l'histoire, l'Église dominée, subjuguée et opprimée. Maintenant, le peuple bolivien vous accueille avec joie et espoir. Il vous accueille comme chef de l'Église catholique qui vient en Bolivie soutenir la libération de notre peuple. Harcelé par la folie des saints selfies, reçu comme une pop star en tournée sud-américaine, le souverain pontife doit sa popularité à sa sainte mission. Dans le pays le plus pauvre d'Amérique latine, le pape défend l'intégration de tous et la justice sociale. L'option préférée de l'Église, c'est avoir une préférence évangélique pour ceux qui arrivent en dernier, pour les rejetés et les exclus. Et pour joindre l'acte à la parole, le pape François se rendra dans la prison de haute sécurité de Santa Cruz, où 120 enfants vivent avec leurs parents prisonniers. Dans les prisons boliviennes, la surpopulation carcérale est une des plus importantes d'Amérique latine. Aux États-Unis, la Caroline du Sud a définitivement adopté le retrait du drapeau confédéré qui flottait devant les bâtiments officiels et notamment celui du Parlement. C'est la conséquence directe de la récente tuerie de Charleston dans une église noire. Ariane Ménage. Ce drapeau ne flottera plus dans les jardins du Capitole de Columbia. Déjà largement approuvé par le Sénat de Caroline du Sud, la Chambre des représentants de l'État a finalement voté, elle aussi ce jeudi, le retrait du drapeau des États confédérés. Un retrait approuvé par une large majorité, 94 voix contre 20. Un débat ranimé après la tuerie de Charleston le 17 juin dernier. Dylan Roof, un jeune blanc de 21 ans, avait tué 9 noirs dans une église. À Columbia, la capitale de Caroline du Sud, le drapeau américain est en berne en hommage aux victimes, mais un autre continue de flotter un peu plus loin, celui de la Confédération, symbole de l'oppression des Noirs et de l'esclavage. Ses partisans pourtant y voient simplement un symbole de l'héritage et de l'identité des États du Sud. À cause de ce qu'un lunatique dérangé a fait, on punit des gens qui chérissent leur héritage sudiste et je ne pense pas que ce soit juste. Des photos de l'auteur de la fusillade de Charleston posant à côté de la bannière sudiste ont en effet été retrouvées. Après la tuerie, des milliers de manifestants s'étaient regroupés pour réclamer le retrait du drapeau.
Voir cette chose flotter au vent lui donne d'une certaine façon un statut officiel au nom du peuple de Caroline du Sud. Cela ne représente pas tous les habitants de l'État et nous devons nous souvenir de cela. Il fait partie de notre histoire, il doit être respecté et honoré de la façon dont les gens le souhaitent. Mais il ne fait pas partie de notre futur. Ce drapeau appartient au passé. La question du drapeau confédéré en Caroline du Sud faisait l'objet d'affrontements entre ses partisans et ses détracteurs depuis de nombreuses années déjà. Après la fusillade de Charleston, d'autres États du Sud comme la Virginie ou l'Alabama entament aussi des débats autour de l'interdiction du drapeau. On parlait tout à l'heure de la date marquant les 6 mois de l'attentat contre l'Hyper Cacher qui a fait 4 morts. Et bien dans le reportage ce soir, juste après le grand direct, vous reverrez cette enquête menée sur les traces de l'une des victimes de cette tragédie, le Tunisien Yoav Attab. Extrait tout de suite. Yohan Cohen, Philippe Braham, Michel Saada, Yoav Attab, assassinés tous les 4 le 9 janvier parce qu'ils étaient juifs. Yoav Attab était le plus jeune d'entre eux. Il n'avait que 21 ans. Lors de l'attaque de l'Hyper Cacher, il a essayé de sauver les otages en s'emparant de l'arme d'Amedi Koulibaly. Un geste d'héroïsme qui lui a coûté la vie. La veille au soir, a eu lieu une grande cérémonie de prière pour Yoav. La police a sécurisé un périmètre autour de la grande synagogue de Tunis. Et c'est de cette haine qui a tué son fils que Batou Attab nous parle. Cette haine dont il refuse l'importation. À voir tout à l'heure donc dans l'émission reportage de Stéphane Calvo. Dans un instant, nouveau journal, ce sera avec Elsa Mimoun. On va se retrouver dans une dizaine de minutes pour évoquer cette affaire qui fait beaucoup parler en Israël. Évidemment, la révélation de ces 2 Israéliens qui seraient retenus à Gaza par le Hamas. Pourquoi aussi longtemps après leur disparition effective? On en parle dans 10 minutes. À tout à l'heure. Le retour du grand direct et on va revenir sur cette révélation donc aujourd'hui par les autorités israéliennes de la disparition à Gaza de 2 citoyens israéliens. 2 citoyens israéliens qui seraient entrés de leur plein gré dans la bande de Gaza. Il ne s'agit donc pas de kidnapping, mais dont on est depuis sans nouvelles. Cela remonte à plusieurs mois, mais ça n'est officialisé qu'aujourd'hui. Cela pose beaucoup de questions ce soir. On va d'abord écouter la déclaration tout à l'heure du ministre de la Défense israélien, Moshe Ya'alon. 2 citoyens israéliens sont retenus dans la bande de Gaza par le Hamas. L'État d'Israël s'emploie sans relâche pour qu'ils retrouvent leur famille. Nous considérons que le Hamas est responsable de leur sort et nous exigeons leur restitution. J'ai rencontré la famille d'Avera Mengistu, je l'ai informé de nos actions et je leur ai apporté mon soutien. Nous sommes également en contact avec la famille du 2e Israélien retenu dans la bande de Gaza et nous l'informons des développements. Le Hamas est responsable de leur sort et le Hamas doit les restituer à leur famille. Alors, sauf que le Hamas a démenti être encore, en tout cas, en possession de ces 2 Israéliens. Donc, ils ne seraient pas détenus, en tout cas selon le Hamas. Il faut préciser qu'il s'agit donc d'un citoyen israélien d'origine éthiopienne, qui était originaire d'Ashkelon, et puis d'un arabe israélien, un bédouin originaire donc de la région de Beersheba, qui donc tous les 2 ont pénétré sciemment dans la bande de Gaza. Alors, on va essayer de voir tous les aspects, les zones d'ombre qui tourne autour de cette affaire, parce qu'il y en a pas mal. Dror Even-Sapir, analyste politique, rebonsoir Dror, et puis Nadia Ellis nous rejoint, bonsoir, vous êtes chercheuse à l'université de Tel Aviv, spécialiste dans l'analyse du discours. Alors c'est une affaire dont on a beaucoup parlé du coup aujourd'hui, mais dont on parlait déjà un petit peu avant. Il y avait eu quelques fuites, semble-t-il, avant l'officialisation. Quel est le sentiment justement qui domine ce soir? Comment est interprétée cette affaire assez mystérieuse quand même, Eh bien justement, puisqu'il s'agit d'une affaire mystérieuse et qu'il n'y a pas assez d'informations par rapport à ce qui se passe ni à Gaza, ni dans l'établissement sécuritaire en fait d'Israël, ni dans le gouvernement, puisqu'on ne sait pas exactement de quelles informations ils sont en possession. Toute cette affaire est cadrée par les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, de différentes manières, puisque effectivement il faut essayer de donner un point de vue, une perspective quand on n'a pas assez d'informations. Alors il est très fascinant de voir comment on cadre cette histoire. Le premier cadre
cadrage qui est très courant vraiment dans les médias israéliens, c'est le cadrage conspirationniste, c'est-à-dire le gouvernement israélien est en possession d'informations qu'il cache au public. Et apparemment, selon donc ce point de vue, le gouvernement israélien n'agit pas pour la sécurité de ses deux citoyens, mais plutôt pour abuser. Vraiment, il s'agirait d'un abus de pouvoir de la part du gouvernement qui cache, qui ne dit pas aux citoyens ce qu'ils auraient le droit de savoir. Et là, on passe au deuxième cadrage de cette situation qui voit dans cette histoire un conflit entre la démocratie et les questions de sécurité israéliennes internes. Donc, d'un côté, il voit dans le droit de savoir, en fait, un espèce de droit inaliénable qui ferait partie de la démocratie israélienne. Et c'est complètement absurde de voir le droit de savoir comme de cette manière-là, en conflit avec donc les questions de sécurité de ces deux citoyens, mais aussi de sécurité nationale. Donc en gros, il y a comme une reformulation du champ sémantique du mot démocratie. On avait vu la semaine dernière ce que c'était la démocratie. La démocratie, c'est un régime politique, mais aussi on peut voir dans la démocratie, dans le mot démocratie, effectivement, le symbole d'un certain type de société où il y a certains droits, certaines libertés, une forme d'égalité entre les citoyens. Alors ici, en fait, on reconstruit le champ sémantique pour inclure le droit de savoir comme une partie de la démocratie, comme si ce qui fait que la démocratie est une démocratie, c'est le fait que les citoyens sachent ce qui se passe. Et au contraire, donc les questions de sécurité en dehors de ce champ sémantique. Et donc il y aura un conflit entre la sécurité et la démocratie. Ce qui est quand même paradoxal dans la mesure où effectivement le gouvernement est élu par les citoyens justement pour prendre des décisions et pour faire des choix que le citoyen normal, le simple citoyen, est censé ne pas être en mesure de prendre. C'est bien ça la démocratie en fin de compte. On élit des représentants qui sont censés donc pouvoir faire des choix grâce au fait qu'on les a élus. Et là, on va contre cette vision et on estime que le fait qu'ils ne nous racontent pas ce qui se passe de ces deux citoyens, donc on ne sait pas si finalement ils le savent ou pas, parce que c'est pas sûr. Donc ça, ce serait effectivement une preuve d'une non-démocratie. Et puis finalement, il y a le troisième cadrage qui est vraiment le plus courant, le plus recourant, c'est celui du racisme. En fait, on emploie mal à propos le mot racisme. On veut parler de discrimination. On veut dire qu'en fait, il s'agit de citoyens, donc un d'origine éthiopienne et un autre bédouin. Un éthiopien et un bédouin. Donc, on essaye d'insinuer que le gouvernement n'agit pas comme il agirait pour un autre type de citoyen, donc soi-disant un blanc entre guillemets. Et ça, ce serait de la discrimination, pas forcément du racisme. La discrimination, donc un traitement différent, peut venir d'une forme de racisme, mais le racisme en soi, c'est une manière de cadrer en fait cette situation pour faire appel aux émotions, pour en fait simplifier la situation et dire voilà, le gouvernement est raciste et donc finalement il s'en fout quelque part de ses citoyens, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas. Alors il y a quand même des choses bizarres, Dror Evan Sapir, qui se passent dans la gestion de cette affaire, parce que c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi autant de discrétion pendant des mois, parce que même la famille se plaint, semble-t-il, de la manière dont elle a été traitée, en tout cas la famille de l'Israélien d'origine éthiopienne. Il y a plusieurs choses. Le fait que pendant donc 10 mois, officiellement, en tout cas, aucune information n'a circulé sur le fait que 2 citoyens israéliens étaient probablement détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, ça peut se justifier pour des raisons tout à fait sécuritaires, parce que si l'affaire avait été connue de tous, eh bien le Hamas aurait bien évidemment fait monter les enchères pour la libération de ces deux citoyens. Et le précédent Gilad Shalit servait de leçon en quelque sorte aux preneurs de décision en Israël. Ça, c'est une chose. Après, il y a la manière dont les familles, et plus particulièrement la famille du jeune Abraham Mengistu, et là on dispose d'informations plus précises, donc la manière dont la famille a été tenue informée par les autorités, ou plutôt a été tenue mal informée, a été mal tenue informée par les autorités. Nos confrères de la chaîne de télévision numéro 10 ont diffusé tout à l'heure un document absolument extraordinaire. Il se trouve qu'une journaliste de cette chaîne a accompagné cette famille pendant quasiment toute la période, pendant ces 10 mois, et qu'elle a enregistré la première rencontre entre un représentant officiel du gouvernement israélien et les membres de la famille d'Abraham Mengistu. Ce représentant officiel, c'est le coordinateur pour les affaires d'Israéliens retenus par des organisations terroristes. Il s'agit du colonel de réserve Lior Lotan.
La conversation a été enregistrée encore une fois. Lior Lotan a fait preuve d'une condescendance absolument méprisable. J'emploie des termes un petit peu forts. Et il est allé jusqu'à menacer la famille en lui demandant surtout de ne pas formuler de critiques envers le Premier ministre Benyamin Netanyahou. À un moment de la conversation, eh bien, il y a eu un petit échange téléphonique entre le représentant de la famille et Benyamin Netanyahou, qui a tenté de rassurer les membres de la famille d'Abraham Mengistu en leur affirmant eh bien, que tout était fait pour que ce jeune homme soit rendu à la liberté. Mais le représentant officiel de la famille a tout de même reproché au Premier ministre, en des termes bien évidemment tout à fait policés, tout à fait courtois, eh bien, que le gouvernement israélien n'avait pas tenu la famille informée, en dépit des très nombreuses lettres qui avaient été envoyées par les membres de la famille au service du Premier ministre. Suite à ce rapide échange avec le Premier ministre, eh bien, Lior Lotan, le coordinateur, hausse le ton et dit aux membres de la famille, qui sont quand même dans un état d'inquiétude qu'on peut imaginer, écoutez, attention, ne formulez pas de critiques vis-à-vis du Premier ministre Benyamin Netanyahou, ça risquerait de se retourner contre vous, contre votre propre intérêt, et surtout, ne vous avisez pas dans les médias, puisque l'affaire venait juste d'être rendue publique, cette conversation date d'hier, ne vous avisez pas de mêler le sort de votre proche, Abraham Mengistu, aux problèmes auxquels est confrontée la communauté des Israéliens d'origine éthiopienne. Donc des menaces, tout simplement des menaces formulées par le représentant officiel du gouvernement israélien vis-à-vis d'une famille qui est dans le désarroi. Et manque de chance pour M. Lior Lotan, cette conversation a été enregistrée et donc diffusée par nos confrères de la chaîne de télévision numéro 10. Et là, on peut s'interroger effectivement, est-ce que la famille de Gilad Shalit ou d'un Ron Ara, le fameux navigateur qui a été porté disparu au Liban dans les années 80 et qui a été retenu par plusieurs milices chiites, dans quelle mesure une famille, disons, d'Israéliens anciennement israélien, une famille issue peut-être de l'élite de la société israélienne, comme l'était un petit peu celle de Gilad Shalit, aurait bénéficié, entre guillemets, du même traitement de faveur ou de défaveur. Et là, effectivement, les questions sur le racisme éventuel de certaines parties de l'élite israélienne peuvent se poser légitimement, malheureusement. Alors, deux poids, deux mesures, votre sentiment, Nadia Ellis, ou pas? Il faut mettre ça sur la table dans une affaire comme celle-là? Certainement, il faut se poser la question. De toutes les manières, on n'aura pas de réponse à partir du moment où on ne sait pas ce qui serait passé si effectivement la personne disparue avait été issue d'une autre catégorie ethnique ou socio-économique d'ailleurs, parce qu'il y en a qui insinuent aussi que c'est dû aussi à ce genre de catégorie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'été dernier, pendant l'opération à Gaza, l'armée israélienne a quand même fait usage de manières, disons, pas très orthodoxes pour éviter des kidnappings, même quand il s'agissait de soldats issus de l'élite israélienne. Il y a une très très grande différence entre le cas de ce jeune Israélien d'origine éthiopienne et le cas d'un Gilad Shalit, par exemple, ou le cas des enlèvements de soldats qui, effectivement, ont été évités avec l'opération menée dans le sud de la bande de Gaza vis-à-vis du lieutenant Hadar Goldin. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la grande différence, c'est que dans le cas de Gilad Shalit, eh bien, elle a été prise en otage par un groupe du Hamas. Là, Abraham Mengistu, qui semble-t-il souffrait de défaillance psychologique, est rentré de son plein gré dans la bande de Gaza. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas tout envisager pour que ce jeune homme soit remis en liberté. Mais tout de même, il y a une énorme différence concernant les circonstances de la disparition de Gilad Shalit et celle de la disparition d'Abraham Mengistu. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que le Premier ministre, en tout cas, évidemment, il remet toute la responsabilité sur le Hamas. Il dit très clairement dans la déclaration d'aujourd'hui, mais d'ailleurs aussi Ya'alon, il a dit la même chose. Il estime que le Hamas est pleinement responsable du sort de ce garçon, bien qu'il soit rentré de son plein gré, effectivement, dans la bande de Gaza. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'appel qu'il fait à la communauté internationale, d'ailleurs, il n'a pas été le seul. Le frère de ce garçon a aussi fait un appel à la communauté internationale. Et les deux ont parlé d'une situation humanitaire, et c'est fascinant de voir la différence des deux appels. Le frère, donc, qui emploie cette même terminologie, c'est une situation humanitaire, mais ce qu'il
qu'il veut dire par là, c'est que donc le frère a des problèmes et qu'il faut vraiment s'engager pour le libérer parce que c'est un cas très grave. Et Netanyahou qui, au contraire, dit que la communauté internationale qui s'implique tant dans la crise humanitaire, dans la situation humanitaire de Gaza, il serait bien qu'elle s'implique aussi dans la libération de ce garçon, en faisant donc un parallèle implicite entre ce qui se passe à Gaza et cette situation où effectivement ce garçon n'a pas été enlevé et ce n'est pas un otage normalement, et donc en impliquant encore une fois un double standard qui aurait de la part de la communauté internationale vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis des autres, et en gros il ne rate pas l'occasion encore une fois pour lancer une pique vis-à-vis de la communauté internationale et de la manière dont la communauté traite Israël. Un mot sur la société israélienne. On a assisté il y a quelques semaines à des manifestations inédites dans leur ampleur et parfois dans leur violence de jeunes issus de la communauté des Israéliens d'origine éthiopienne. Il est très probable que cette affaire soit brandie comme un étendard par les militants de la cause des Israéliens d'origine éthiopienne, d'autant plus que cette affaire était connue justement dans ces milieux-là, et que parmi les manifestants, nombreux portaient un t-shirt avec des inscriptions portant le nom d'Abraham Mengistu avec un point d'interrogation. Donc c'était une affaire qui était connue notamment dans la communauté des Israéliens d'origine éthiopienne. Encore une fois, le fait qu'elle ait été passée sous silence, ça peut se comprendre pour des raisons stratégiques, pour inciter le Hamas à ne pas trop faire monter les enchères. C'est tout à fait compréhensible, tout à fait légitime. Le Hamas l'a passé sous silence aussi, ce qui est aussi curieux, parce qu'en général... C'est curieux, et ça n'incite pas à l'optimisme quant au sort d'Abraham Mengistu, bien évidemment, parce qu'il est très possible que le Hamas qui a détenu, ça c'est certain, à un moment le Hamas a détenu ce jeune homme. Après, les choses se sont peut-être compliquées du point de vue également du Hamas, parce que si le Hamas détenait aujourd'hui un otage en chair et en os et en bonne santé, il ne se serait pas privé pour diffuser des images et des témoignages, des signes de vie de ce jeune homme, de manière à monter les enchères dans les négociations qui ont lieu également pour la remise des dépouilles de 2 soldats israéliens tués au cours de l'été dernier. Merci, Dror Even Sapir. On suit évidemment les développements de cette affaire. Merci, Nadia Ellis. On va terminer avec des images de tennis. On va vous montrer quand même ce qui s'est passé, parce que c'est important. Wimbledon aujourd'hui, demi-finale dames. Et Serena Williams qui a été impitoyable avec la grande russe Sharapova. 8e finale à Wimbledon pour Serena Williams qui s'est imposée en 2-7. Et ce sera une finale absolument inédite, puisque Serena Williams affrontera la jeune Espagnole, l'étoile montante du tennis espagnol, Muguruza, qui a battu Radwanska. Ça a été plus disputé en 3-7. Elle n'a que 21 ans, Muguruza. Et donc, elle va se qualifier pour sa première finale d'un tournoi du Grand Chelem, donc contre la Polonaise Radwanska, qui n'a pas apprécié d'être déjugée là par le radar qui est sur les cours de tennis. Voilà donc qualification de Muguruza qui affrontera Serena Williams. Belle finale sur le gazon de Wimbledon. Demain, ce sont les hommes, demi-finale hommes, avec notamment le Français Gasquet contre Djokovic. Nouveau journal dans un instant complet avec Elsa Mimoun. Bonne soirée.